Sud Radio Parlons Vrai chez Bourdin, 10h30, 12h30, Jean-Jacques Bourdin. Il est 10h30, merci d'être avec nous, 10h30, bonjour à toutes et à tous. 0826 300 300, vous connaissez notre numéro pour intervenir. Nous allons débattre, nous allons écouter, nous allons témoigner, vous allez témoigner. L'actualité est riche, évidemment, vous le savez, vous la suivez actuellement. 8 à 10% des stations-service françaises à court d'essence ou de gazole. La situation est plus tendue en Provence-Alpes-Côte d'Azur et dans le Gard. Alors dites-nous, est-ce que vous rencontrez des problèmes pour faire le plein ? Emmanuel Macron sera demain l'invité des journaux de 13h de TF1 et France 2. Que peut-il dire ? Réforme des retraites adoptée. Le Conseil constitutionnel est maintenant saisi. À l'initiative de Fabien Roussel, une demande de référendum d'initiative partagée a été déposée devant le Conseil constitutionnel. Et Jean-Luc Mélenchon, lui, appelle à la censure populaire. Nous verrons ce que cela veut dire à 10h45 avec nous, le politologue Pascal Perrineau, pour regarder, faire le point sur la situation politique actuelle. La police accusée de violence, un policier accuse de son côté le député LFI Éric Coquerel de l'avoir frappé. Nous allons parler de cela tout à l'heure avec Linda Kebab. La fin des moteurs thermiques essence diesel en Europe en 2035. Est-ce raisonnable ? Est-ce possible ? Est-ce nécessaire ? Ce sera l'objet de notre débat de 11h, 12h, entre 11h et 12h. Vous savez que tous les jours, nous avons un débat. Vous adorez ce débat, je le sais, avec des invités précis sur des sujets précis. Et là encore, je vous demande, réagissez, 0826 300 300. Qu'en pensez-vous ? La fin des moteurs thermiques en Europe, essence diesel en 2035. Est-ce raisonnable, possible et nécessaire ? On en parle. Et puis, un autre sujet qui fait froid dans le dos, 15 000 nouveaux cas par an, très forte progression du nombre de cancers du pancréas. Pourquoi ? Comment prévenir ? Comment soigner ? Le cancer du pancréas est un redoutable cancer parce que souvent diagnostiqué trop tard. À 12h05 avec nous, le professeur Pascal Hamel, qui est oncologue à l'hôpital Paul Brousse de Villejuif. Il est 10h32. Dans quel monde vit-on ? Félix Mathieu. Bonjour Félix. Bonjour Jean-Jacques. Face au manque d'eau, des agriculteurs catalans ont organisé une procession religieuse. Procession en l'honneur de Saint Gaudéric, le saint patron des agriculteurs catalans, une ancienne tradition délaissée depuis plus d'un siècle, mais remise au goût du jour face à la sécheresse persistante. Les agriculteurs ont ressorti la statue de Saint Gaudéric pour la promener à travers le vieux Perpignan entre la cathédrale et le fleuve La Tête. Nécessité faisant foi, justifie Julien, arboriculteur, au micro de l'agence France Presse. C'est 150 ans qu'ils n'ont pas sorti, donc oui, à un moment donné, l'état est tellement critique que là, on sort tous les seins possibles. On fait appel à tout le monde. Plusieurs centaines de personnes ont participé à cette drôle de procession. Au-delà des agriculteurs, des membres du clergé local, des fidèles, des curieux. Une fois au bord du fleuve, 4 agriculteurs sont descendus marcher dedans, toujours en portant la relique sur leurs épaules. En tout cas, certains y verront un hasard, d'autres une intervention de ce saint du 9e siècle. En tout cas, samedi soir, juste après la procession, il a plu sur les Pyrénées-Orientales. 3 semaines de pluie en quelques heures, pas de quoi pour autant recharger les nappes phréatiques, toujours très en souffrance. Bien, des processions pour rappeler la pluie. Vous imaginez où on en est ? L'eau, d'ailleurs, l'importance de l'eau, ce sera demain notre débat entre 11h et midi, puisque demain, mercredi, c'est la journée de l'eau. Il est 10h34. L'eau, c'est une chose, l'essence, c'en est une autre. C'est un autre liquide, mais qui permet de se déplacer. Et il y a des pénuries. Il commence à y avoir des pénuries sérieuses en Provence-Alpes-Côte d'Azur et dans le Gard. Pour faire le point, Frédéric Plan est avec nous, directeur général de la Fédération française des combustibles, carburants et chauffage. Frédéric Plan, bonjour. Bonjour. Alors, aujourd'hui, on en est à 8 à 10% des stations-service françaises à court d'essence ou de gasoil, mais la situation est beaucoup plus tendue en Provence-Alpes-Côte d'Azur et dans le Gard, hein, Frédéric Plan, c'est cela ? Oui, effectivement, les zones les plus en tension se situent sur le sud-est et en partie sur les Pays de Loire. Entre 5 et 8 dépôts de carburant bloqués, explique le syndicat professionnel des entreprises professionnelles, pétrolières, l'UFIP. Frédéric Plan, la situation dans les raffineries et les dépôts pour l'instant, est-ce que l'essence est livrée aux stations ? C'est toute la question. Alors l'essence continue d'être livrée aux stations-service, mais la conséquence du blocage de dépôts importants, de dépôts sources,
fait que les temps d'acheminement et d'attente pour charger sur les dépôts ouverts sont beaucoup plus longs. Et dès lors que vous avez donc ce désamorçage logistique, il est assez logique de trouver des stations de service asséchées qui attendent plus longtemps que d'habitude leur réapprovisionnement. Le comportement de celles et ceux qui vont faire le plein, parce que j'ai vu que dans 2 départements, le Vaucluse et le Gard, les préfectures ont demandé à ce qu'on ne fasse pas, à ce qu'on ne prenne pas plus de 30 litres d'essence par véhicule. Oui, j'ai vu passer ces arrêtés préfectoraux. Oui. Bon, on peut le comprendre pour dissuader des achats, des remplissages non nécessaires. Oui. Bon, ça peut avoir une contre-production puisque finalement, au lieu d'attendre de refaire le plein de la voiture, si je suis limité à 30 litres, peut-être vais-je être tenté de compléter mon réservoir. Donc, je ne sais pas si la mesure n'a pas un effet de contre-performance, accentuant l'inquiétude de l'automobiliste. C'est une inquiétude compréhensible. Cela étant, si on revient à octobre où la situation était plus difficile dans la mesure où il y avait beaucoup de raffineries à l'arrêt, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, sauf celle de Normandie qui est en cours d'arrêt. En fait, on a vu que l'inquiétude, finalement, accentuait les désamorçages logistiques, puisqu'au global, quand on regarde les volumes délivrés en octobre dernier, comparé à d'autres mois d'octobre normaux, finalement, il a été distribué presque autant de carburant qu'en normal. Mais il y a eu des désamorçages, donc des temps d'attente, des stations fermées, et puis un effet boule de neige en disant mais s'il n'y en a pas là, c'est qu'il ne va plus y en avoir ailleurs. Frédéric Plan, est-ce qu'on doit s'inquiéter? Est-ce qu'il y a des réserves? Est-ce que la pénurie menace, une vraie pénurie? Alors c'est la même, de ce point de vue, on peut raisonner de la même façon qu'en octobre dernier, c'est qu'il n'a jamais manqué de produits. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Le problème, c'est l'acheminement. Le problème, c'est l'acheminement et ce que j'appelle le désamorçage logistique. Voilà. Prenons l'exemple de PACA. Il est évident que les dépôts les plus importants sur Fos étant difficiles d'accès, voire fermés, les transporteurs se déroutent vers les dépôts languedociens, Port-la-Nouvelle, Frontignan. Ça fait beaucoup plus de temps de cheminement. Et puis, comme tout le monde s'y précipite, je veux dire, on a à nouveau des temps d'attente au chargement des camions citernes qui dépassent les 4 heures, qui atteignent les 6 heures. Tout ça mis bout à bout, ça crée le désamorçage logistique. Voilà, c'est le désamorçage logistique. Merci Frédéric Plan. Désamorçage logistique qui entraîne pénurie dans certaines stations et notamment, encore une fois, en Provence-Alpes-Côte d'Azur. Oui, Frédéric Plan, vous voulez ajouter quelque chose? Qui provoque des pénuries, qui provoque en fait un phénomène où les stations de service on demande plus de temps à être approvisionnées qu'en temps normal. Donc voilà, le terme pénurie est toujours compliqué à utiliser. Oui, je sais, Frédéric Plan. Je sais. Dernier mot sur les prix. J'ai vu que le coût du pétrole brut baisse, fortement même. Oui, tout à fait. Et d'ailleurs, on l'a enregistré. Les prix enregistrés en fin de semaine dernière, les prix d'affichage moyens nationaux ont baissé. Oui. Et pourraient baisser cette semaine. Pourraient encore baisser, oui. Oui, mais là, on a un paradoxe, c'est qu'en fait, quand je disais qu'il faut faire des kilomètres et des temps d'attente supplémentaires, ça veut dire des frais logistiques supplémentaires qui sont de nature à gommer finalement la baisse qu'on pouvait s'attendre à voir à l'affichage. C'est un peu dommage. Oui. Bien, merci beaucoup. Merci Frédéric Plan. Il est 10h39. Témoignage. Sébastien, dans les Bouches-du-Rhône. Tiens, ça tombe bien. Sébastien, bonjour. Bonjour. Bonjour, vous êtes chef d'entreprise. Dans vos salariés manquent d'essence? Moi, je suis pas chef d'entreprise, mais je suis cadre dans une entreprise avec une cinquantaine de personnes. Oui, et les salariés ont des difficultés pour faire le plein, pour venir travailler? Depuis hier, en fait, toute la zone qui est autour de l'étang de Berre et la fin de la nationale centrale, qui est un petit peu connue, il n'y a plus une seule station qui propose qui a encore de la disponibilité en termes d'essence. Là, on m'a averti que sur la sortie de Marseille aussi, c'était pareil, côté Martigues. Et en fait, même sur les autoroutes où on trouvait la solution de se payer l'autoroute pour aller dans les stations d'autoroute faire le niveau, là, il n'y a plus rien.
Il n'y a plus rien non plus. Donc, ça devient difficile de trouver du carburant. Ah oui. Et puis là, donc, on a des demandes de gens qui veulent rester à la maison, soit en télétravail, machin. Mais après, bon, c'est toute une organisation, une validation aussi de notre entreprise pour pouvoir autoriser les gens. Pour l'instant, aujourd'hui, on n'a toujours pas de consigne officielle, quoi. Bien. Merci Sébastien. Merci. Martial est à Arles. Même témoignage. Bonjour Martial. Martial. Bonjour Martial. Bien, Martial, on a perdu Martial, je ne sais pas où il est passé. Il est à Arles, il est artisan. Il nous dit que les stations-service sont prises d'assaut à Arles. Il lui reste 3 jours d'essence, après il sera à sec. Vous avez un témoignage 0826 300 300. Vous n'hésitez pas à nous raconter ce qui se passe dans votre région. Donc, encore une fois, les difficultés sont concentrées pour l'instant en région Provence-Alpes-Côte d'Azur et dans le Gard aussi, le Gard, et ça commence à s'étendre à d'autres départements. Je crois que nous allons avoir Martial dans un instant, je pense, qui est donc à Arles, toujours dans les Bouches-du-Rhône, dans le nord des Bouches-du-Rhône, Arles, évidemment, à la limite du Gard. Martial, vous êtes là? Oui, bonjour. Oui, bonjour Martial, artisan. Merci Martial d'être avec nous. Auditeur de Sud Radio, Martial. Merci de nous donner la parole. Merci beaucoup Jean-Jacques Bourdin. Bonjour. Oui, bonjour. Habitant à Arles, effectivement, artisan luthier, je suis pas directement impacté parce que je travaille à mon atelier, le logement est pas loin, mais effectivement on constate qu'il y a la tension elle est forte puisqu'il y a une pénurie d'essence, là on peut dire le mot, les stations sont clairement fermées, 4 sur 5 en tout cas. Et quand il y a la queue, les gens ici un peu on le sent chaud, hein. Donc voilà, il faut être très très prudent. C'est-à-dire on le sent chaud. Que voulez-vous dire, Martial? Il peut y avoir des incivilités, on va dire, entre des personnes qui attendent, qui essaient de passer devant, qui sont pressées, certaines plus que d'autres. Effectivement, hein, c'est un petit peu. Il peut y avoir des personnes qui ont plus besoin, plus de nécessité que d'autres. Donc voilà. Qu'en est-il par contre est-ce que les ambulances ont des stocks de secours? Oui. Et les véhicules sont prioritaires. D'accord. Bien, Martial, merci dans tous les cas. Merci, avec plaisir. Merci Martial, merci. Vous faites comme Martial, 0826 300 300, vous appelez. On a besoin de votre témoignage et à travers vos témoignages, nous nous rendons compte de la situation sur place. C'est mieux que n'importe quelle évaluation globale, non. Là, c'est du concret, vous êtes sur le terrain, vous nous rapportez ce qui se passe. 10h43, Pascal Perrineau, lui, politologue, est avec nous dans un instant. Nous allons examiner ensemble la situation politique actuelle. Jean-Jacques Bourdin. Il est 10h46, regardons la situation politique avec Pascal Perrineau, politologue, professeur à Sciences Po. Pascal Perrineau, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors, motion de censure repoussée, 9 voix. Réforme des retraites adoptée, Conseil constitutionnel saisi en urgence par le gouvernement. Il a 7 jours pour se prononcer. Parallèlement, le Conseil constitutionnel doit aussi se prononcer sur la demande de référendum d'initiative partagée. C'est la situation. Emmanuel Macron reçoit Elisabeth Borne ce matin. Demain, il va s'exprimer sur France 2 et TF1 à 13h. Est-ce qu'il est en train de chercher une issue de secours ? Oui, bien sûr, le président est dans une situation qui n'est pas impossible, mais qui est une situation difficile. Les portes de sortie de la crise ne sont qu'à peine entrouvertes. Il va falloir que peu à peu, elles s'ouvrent davantage. Alors, il y a une première solution, c'est la stratégie attentiste. C'est attendre que peu à peu, au fond, une fois la loi adoptée, l'opinion se lasse d'une mobilisation qui se durcirait, dégénérerait avec des phénomènes de violence comme ceux auxquels on assiste depuis maintenant 3 jours. Ça a été souvent le cas en ce qui concerne les réformes des retraites. Les réformes des retraites n'ont jamais été populaires et l'exécutif, qu'il soit de gauche ou de droite, jouait un peu la montre. C'est difficile. Pourquoi ? Parce que là, la conjonction des crises, crise économique, crise sociale, crise politique, ça fait beaucoup pour se contenter d'attendre. Il y a la deuxième stratégie,
et en effet, c'est le Conseil constitutionnel. Oui. On voit bien que le Conseil constitutionnel peut retoquer tout ou partie plutôt, en effet, de la loi de réforme des retraites telle qu'elle a été votée. Et à ce moment-là, on pourrait imaginer que le président ou bien retire le projet ou bien décide de remettre le métier sur l'ouvrage, j'allais dire en s'y prenant de manière plus consensuelle. Oui, en réunissant une sorte de conférence sociale avec notamment les syndicats dits réformistes comme la CFDT, permettant de réécrire en quelque sorte le texte. Voilà. De réécrire le texte et de rendre le texte non pas totalement consensuel, ça n'existe jamais, mais disposant acceptable. Acceptable. Ça, c'est une deuxième solution. Une troisième solution, c'est davantage l'affrontement. Attendre, mais assez vite, prendre à témoin l'opinion publique. Ça peut être par le biais du référendum, ça peut être par le biais d'une dissolution de l'Assemblée nationale et d'un retour devant le peuple. Souvenez-vous, en mai 68, De Gaulle avait eu l'idée de faire un référendum, puis Pompidou l'avait convaincu de faire autre chose, de renvoyer l'Assemblée nationale et les députés devant le peuple, et en juin 68, il avait remporté une grande victoire. Bon, c'est une stratégie à très haut risque, parce qu'on sait très bien que le président n'est pas très populaire par les temps qui courent, et qu'il courrait un risque en affrontant le peuple. Mais à la limite, si les Français renvoyaient une majorité hostile au président, eh bien il lui resterait à devenir un président de cohabitation. Et au fond, Mitterrand a été président de cohabitation, Chirac a été président de cohabitation, et ils n'ont pas mal vécu forcément ces cohabitations. Président de cohabitation alors qu'il lui reste 4 ans de mandat, c'est pas enthousiasmant pour lui. Je me mets à sa place. Ça veut dire qu'il ne fera rien de ces 4 années de mandat, quoi. Il restera présent, souvenez-vous de Jacques Chirac, qui avait connu une très longue cohabitation. Il restera présent sur le terrain de ce qu'on appelle le domaine réservé, c'est-à-dire la défense, la politique étrangère. Domaine dans lequel d'ailleurs les Français ne sont pas durs avec lui, parce qu'ils considèrent qu'il s'est plutôt bien débrouillé sur ce terrain-là. Donc ça, c'est une issue qui pourrait être une issue dans le cas où la mauvaise humeur continuerait. Et puis, d'autre part, s'il y avait des législatives anticipées, est-on sûr qu'il y aurait une majorité claire contre le président? Ça n'est pas si évident que cela. Alors justement, Pascal Perrineau, vous mettez le doigt sur un point qui, je trouve, n'est pas tellement souligné dans les discussions, dans toutes les analyses qui sont faites actuellement sur la situation politique, Pascal Perrineau, c'est que nous vivons une crise politique. Pourquoi ? Parce que il n'y a pas de majorité de gouvernement. C'est-à-dire que le gouvernement n'a pas de majorité, mais l'opposition non plus n'a pas de majorité. Vous mettez le doigt sur une question qui est tout à fait essentielle et en effet, dont on ne parle pas assez, parce que cette coalition des non qui, à 9 voix près, a failli faire tomber le gouvernement, elle ne sera jamais une coalition des oui à quelque chose pour construire un gouvernement. Elle en est incapable. Entre l'IOT, le Rassemblement National, le PS, les écolos, la France Insoumise, ils ne trouveront jamais un point d'accord. Et on peut très bien avoir des législatives où personne n'aurait de majorité, et peut-être même pas la majorité relative dont aujourd'hui le bloc macroniste dispose. Oui, c'est vrai. Dernière chose, Pascal Perrineau, Jean-Luc Mélenchon, qui sent bien, qui a peur que finalement ce mouvement de colère lui échappe. Jean-Luc Mélenchon, disons clairement les choses, Jean-Luc Mélenchon veut continuer le combat dans la rue et appelle à une censure populaire. Ça veut dire quoi, à votre avis ? Ça ne veut pas dire grand-chose, mais là, on voit bien, si vous voulez, ce qui se cache derrière. C'est-à-dire le rêve de Jean-Luc Mélenchon et des femmes et des hommes qui le soutiennent, le rêve d'une démocratie qui serait une démocratie dans la rue. Au fond, ils ne croient pas dans la nécessité et dans la légitimité d'une véritable représentation. Pour eux, le peuple, mais que veut dire le peuple dans ce cas-là ? Le peuple est plutôt dans la rue.
c'est la stratégie, éventuellement de force, il a utilisé le terme, qui l'emporte sur la paisible stratégie élective. C'est les vieilles lunes de l'extrême gauche française qui considéraient au fond que voilà, la démocratie c'était une démocratie formelle et que ça ne valait pas, en tout cas, ce qu'ils appelaient la démocratie réelle de la rue. C'est extrêmement dangereux et cela peut déboucher sur une stratégie de tension et pourquoi pas sur une stratégie de violence. On le voit tout de même dans les rues de Paris et de grandes agglomérations depuis 2 ou 3 soirs. Merci Pascal Perrineau pour cette analyse. Merci beaucoup. Ça vous fait réagir, évidemment, 0826 300 300. Vous n'hésitez pas. Vous donnez votre avis. Témoignage. On parlait de pénurie de carburant tout à l'heure. Témoignage d'Olivier. Olivier que nous retrouvons, qui est boucher, qui est, rappelons-le, dans l'Hérault. Bonjour Olivier. Oui, bonjour Monsieur Bourdin, vous allez bien? Oui, ça va Olivier. Tiens, un jour je passe vous voir, Olivier. Vous êtes à Gijan, c'est ça? Ouais, la boucherie à la Frontignan et j'habite Gijan, ouais. Ah, d'accord, à Frontignan. Allez, ce matin, vous avez fait la route Frontignan-Marseille. Ouais. Et vous avez trouvé de l'essence. Partout. J'ai même mis mon plein. Alors ce matin, j'ai mis mon plein à 5h30 parce que je pars de bonne heure. Oui. À 1,75 €. Ouais. La station, aucun manqué. Et puis là, sur la route, l'autoroute, à aucune station, il y a de rupture, il n'y a rien du tout. Et là, je fais Marseille-Nîmes et je peux vous garantir que si vous voulez mettre de l'essence, vous pouvez mettre de l'essence à plusieurs endroits. Ouais. Donc je ne comprends pas pourquoi certaines personnes créent cette polémique en disant allez faire le plein, on va être en rupture. Je pense qu'on a encore de la souplesse. Oui, on a encore de la souplesse, il y a encore des réserves. Et certaines... oui, moi, j'ai Frontignan à côté où il y a les réserves. Oui. Et oui, pour vous dire, il bloque l'espace d'1 heure et ça se décante. Donc oui, ça met un peu plus de temps peut-être les chargements, mais ça bouge. Nous, les stations, il n'y a aucun manqué nulle part, quoi. Bon, ben merci pour votre témoignage, Olivier. Merci. Avec plaisir, bonne journée à vous. Avec plaisir, bonne journée. Il est 10h55. Vous êtes sur Sud Radio. Vous témoignez 0826 300 300. Les analyses, les explications, les faits, les analyses, les explications. Et ensuite, nous passons aux commentaires qui viennent après. Et pendant 1 heure, dans quelques minutes, nous allons ouvrir un débat autour des carburants fossiles, autour des moteurs thermiques. Pourquoi? Eh bien parce qu'en 2035 en Europe, théoriquement, parce que l'Allemagne bloque pour l'instant, nous allons faire le point, où en est-on? Fin des moteurs thermiques essence diesel en Europe en 2035. Est-ce raisonnable, possible, nécessaire? Le débat est ouvert, vous allez vous mêler au débat. 0826 300 300 avec tous nos invités pendant 1 heure. Il est 10h56. Merci de nous accompagner. Sud Radio Parlons Vrai chez Bourdin, 10h30, 12h30, Jean-Jacques Bourdin. Bien, il est 11h02. Nous allons ouvrir notre débat autour de l'interdiction de la vente de voitures thermiques en 2035. Le débat va être animé et j'aimerais beaucoup que vous participiez à ce débat. 0826 300 300. Mais d'abord, je voudrais appeler Linda Kebab, qui est policière, déléguée nationale du syndicat Unité SGP Police Force Ouvrière. Je suis très content parce qu'on parle beaucoup de la police, un peu moins des violences policières. Ça commence sur les réseaux sociaux. Mais Linda Kebab, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Linda Kebab, un policier a déposé plainte contre le député LFI Éric Coquerel, qui l'accuse de l'avoir frappé. Vous confirmez? Oui, je confirme. J'ai été informée très tôt des faits. Durant une opération, j'avais un piquet de grève devant un dépôt de camions de ramassage de déchets. Les policiers ont reçu l'ordre de tenter de débloquer la situation. Ils y sont allés, je cite, main ouverte. Et devant la détermination des manifestants, donc pas insister, d'ailleurs, à des images qui circulent. Néanmoins, à ce moment-là, il y a un policier qui s'est retrouvé face à M. Coquerel et dans une situation en fait de confusion où il n'y avait absolument aucun risque qu'une personne soit déséquilibrée. M. Coquerel s'est mis en garde, en position de boxe et a donné un coup de poing à un collègue à la pommette. Voilà, il a frappé ce policier de 34 ans à la pommette. C'est ça, il a donné un coup à ce policier. Et quand ce policier lui a dit « vous venez de me frapper », M. Coquerel lui a dit « non, j'ai failli être déséquilibré ». C'est vrai que quand on manque d'être déséquilibré, on n'attrape pas le bras de son voisin, on lui donne un coup de poing. C'est bien connu. Oui. Donc, Éric Coquerel dit c'est faux. Je n'ai jamais frappé ce policier. Oui, bien sûr,
j'ai vu son communiqué de presse d'ailleurs qui est sorti après que les proches du député se soient exprimés, parce que vous doutez bien qu'ils ont été interrogés par vos confrères de la presse, et ils ont dit, je cite, que les faits sont exagérés. Mais alors du coup, exagérés, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est pas vraiment un coup, que c'est peut-être qu'on l'a frappé, mais pas tellement. En fait, vous savez à quoi ça me fait penser? C'est, vous savez, ma conjointe qui dépose plainte contre moi, c'est un petit peu exagéré. Je l'ai un petit peu poussé, mais finalement, le cocard à l'œil, c'est le placard qui le lui a fait. C'est un petit peu la même chose. Oui. Et le policier a déposé plainte, Linda Kebab? Oui, il a déposé plainte. Il a été vu par un médecin qui lui a attribué un jour d'ITT. Et je peux vous dire une chose, monsieur Bourdin, c'est que les policiers, pour avoir des jours d'ITT, en général, il faut bien ramer. Donc s'il a eu un jour, c'est que c'était justifié. Bien. Linda Kebab, autre chose. Là, les manifestations un peu désordonnées, ce ne sont pas des manifestations, des rassemblements spontanés qui ont lieu, ou pas trop spontanés d'ailleurs, qui ont lieu dans diverses villes de France. Ça pose problème aux policiers pour le maintien de l'ordre, j'imagine. Difficile en ce moment. Ça pose problème aux policiers. En tout cas, on a des autorités qui estiment que ces manifestations ne doivent pas être maintenues. Il y a des interdictions de manifester qui sont publiées, enfin en tout cas qui sont rédigées. Ça, c'est pas le fait des policiers. Les policiers ne font que recevoir les ordres, à savoir de dispersion de manifestations qui sont dites illégales, puisque interdites. Une manifestation n'est illégale que dès lors qu'elle est interdite. Linda Kebab, est-ce que les policiers sont opposés? Vous êtes syndicaliste, est-ce que vous êtes opposé à la réforme des retraites? Absolument. On ne peut pas demander à ceux qui sont, vous savez, on parlait des personnels en première ligne qui sont sur la voie publique, qui travaillent dans des métiers pénibles ou dangereux, comme c'est le cas pour le nôtre, de travailler 2 ans de plus. En fait, on nous parle à chaque fois de reconnaissance à l'égard du métier, et puis on va nous demander à nous de réparer des déficits qui ne sont pas de notre fait, en travaillant plus longtemps, alors que même notre santé ne le permet pas. Donc évidemment qu'on est contre la réforme de retraite, et j'irai plus loin encore. C'est que dans la police, nous demandons le déplafonnement de bonification 1/5. Je vous explique rapidement. C'est que dans la police, on surcotise nos retraites, c'est-à-dire qu'on cotise plus que la moyenne des Français, et à ce titre, nous pouvons partir 5 ans plus tôt. Et en moyenne, les policiers partent à 58 ans et demi. Donc on surcotise toute notre carrière, beaucoup plus que la moyenne des Français. Mais nous ne partons que 5 ans plus tôt, ce qui ne correspond pas à l'ensemble de nos cotisations. Ça, c'est une revendication supplémentaire de notre organisation syndicale Unité SGP. Mais oui, nous sommes absolument contre cette réforme de retraite que nous estimons injuste et inique. Bien, Linda Kebab, que les choses soient claires, vous ne pouvez pas manifester, hein, évidemment, Linda Kebab, mais comment justement soutenir finalement ce combat contre la réforme des retraites, alors que vous êtes chargé de maintenir l'ordre? Alors, une petite rectification, nous sommes interdits de grève, et ça depuis 1948. De grève, oui. Voilà, mais nous pouvons manifester, puisque nous-mêmes, à Unité SGP, on a formé d'ailleurs le cortège de policiers à chaque manifestation depuis janvier, le plus important dans les cortèges syndicaux. Et donc, on est de toutes les manifestations à Unité SGP, avec des centaines de collègues à nos côtés. On brandit des drapeaux, on est en première ligne. Parfois, on participe même au service d'ordre pour permettre au cortège d'être sécurisé. Donc évidemment qu'on peut être manifestant et en même temps gérer la foule des manifestants, parce que la mission première, monsieur Bourdin, des unités de force mobile que sont les CRS, les gendarmes mobiles ou les compagnies d'intervention à Paris, les compagnies d'intervention de la DOPG, c'est d'abord de permettre aux manifestants de s'exprimer en toute sécurité et d'éviter que notamment des personnes mal intentionnées se servent des revendications des travailleurs pour exercer des violences. Alors on a vu des images, évidemment les chaînes de télévision se régalent dès qu'il y a juste une poubelle qui brûle, il y a 25 caméras qui se précipitent. C'est le monde dans lequel nous vivons, Linda Kebab, mais je regardais aujourd'hui le maintien de l'ordre, la manière de maintenir l'ordre semble avoir changé avec le nouveau préfet de police à Paris notamment. Vous le constatez, c'est plus efficace ? Alors en fait, ça a changé parce que premièrement, il a remis au devant les règles élémentaires du maintien de l'ordre, c'est-à-dire permettre à des fous de s'exprimer en mettant en première ligne des unités de force mobile, je vous en ai cité 3 tout à l'heure, et qui ont l'habitude de gérer de la foule. Ça, c'est un premier fait. Ensuite, il y a la deuxième, c'est-à-dire des opérations de filtrage beaucoup plus importantes et des cassages, entre guillemets, des bulles de Black Bloc notamment, très rapidement. Vous savez, il y a quelques années, ça m'a valu d'ailleurs des remontrances de la part du ministre de l'époque, M. Castaner, j'avais dénoncé
le fait qu'on mettait trop de temps à intervenir sur les Black Blocs. Je n'invente rien, ce sont les collègues sur le terrain qui nous disaient on les voit faire et on ne nous laisse pas intervenir alors qu'il n'y a pas de manifestants autour et qu'on pourrait donc intervenir en toute sécurité pour les manifestants. Il n'y a pas de risque qu'ils soient pris dans la charge. Eh bien, aujourd'hui, ça a changé, en effet. Alors évidemment, les journalistes sont assoiffés d'images. Moi, j'ai manifesté il y a quelques temps et j'ai vu qu'une quinzaine de fois, on continue focalisé sur 2 poubelles qui brûlaient au détriment du million de personnes qui manifestaient. J'entends bien, mais malheureusement, ça arrive, quoi. Ça veut dire qu'aujourd'hui, la police intervient beaucoup plus rapidement sur les Black Blocs et c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, on voit moins de casses. Oui, bien sûr, intervenir plus vite pour casser les bulles, filtrer bien en amont, même si évidemment quand vous avez des manifestations d'1 million de personnes, c'est très compliqué de filtrer tout le monde. Mais en tout cas, de toute manière, en général, les Black Blocs vont se réunir à des points bien précis, etc. Mais surtout, c'est toujours très important de casser les bulles très rapidement parce que les Black Blocs, dans leur lâcheté, vont utiliser les manifestants un petit peu comme bouclier humain. C'est ce qu'ils avaient fait avec les Gilets jaunes qui n'étaient pas organisés, qui n'avaient pas de service d'ordre. Et donc, du coup, à ce moment-là, c'est pour ça qu'il y avait malheureusement des blessés parmi les manifestants. Merci Linda Kebab, merci à vous. Merci à vous. Merci, au revoir. Il est 11h10. Allez, on va faire une toute petite page de pub, puis j'accueille nos invités pour parler d'un tout autre sujet, la fin de la vente des voitures thermiques à moteur thermique en 2035. À tout de suite. Jean-Jacques Bourdin. Bien, interdiction de la vente de voitures à moteur thermique en Europe en 2035. Théoriquement, je dis théoriquement parce que pour l'instant, l'Allemagne proteste. Bien. Nous allons en parler. Est-ce déraisonnable ? Est-ce qu'il faut interdire ces voitures à moteur thermique ? Nous allons ouvrir le débat avec Diane Strauss, qui est directrice du bureau France de l'ONG Transport et Environnement. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Avec Vincent Cobé, ex-directeur général de Citroën. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Et Yves Carra, porte-parole de l'Automobile Club Association. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors, les voitures neuves, parce que les voitures d'occasion, on pourra toujours les vendre. Oui, on pourra. Il y aura toujours. C'est moins angoissant. Il y aura toujours, évidemment, des voitures qui rouleront avec des moteurs thermiques en 2035. Mais la vente de voitures neuves, c'est-à-dire qu'on ne fabriquera plus. Enfin, en Europe. Oui. Nous allons y venir parce que c'est important. Je le précise, c'est vraiment important. Oui, c'est important. Bien, on ne fabriquera plus. Théoriquement, on ne vendra plus. On ne vendra plus. Quand on parle d'emploi, il y a une différence entre fabriquer et vendre. On ne vendra plus, théoriquement. Je dis bien théoriquement, des voitures à moteur thermique en Europe, directive européenne. Oui, mais directive européenne bloquée par l'Allemagne. Où en est-on ? Qui veut faire le point ? Allez, vous y allez ? Vincent Cobé. J'espère que les termes seront exacts. Un texte a été proposé de mémoire le 14 juillet 2021 par la Commission européenne pour interdire donc la vente de véhicules émettant des gaz d'échappement, pour faire simple, à l'horizon du 1er janvier 2035. Ce texte a été approuvé par les ministres, le Conseil européen et tout le process d'approbation, sauf que, effectivement, au moment de ratifier ce texte auprès des différents ministres, 4 pays, pas seulement l'Allemagne, ont exprimé soit une opposition, soit une intention de s'abstenir. Ces 4 pays étant l'Allemagne, on en a parlé, l'Italie, la Bulgarie et la Pologne. Oui. Et au-delà du fait, si je peux me permettre, pour moi, il faut lire 3 histoires différentes. C'est pas la même raison, telle que moi je l'interprète. Non, c'est pas la même raison. Vous avez raison. Oui, c'est pas la même raison. Mais c'est l'Allemagne qui est leader quand même dans le mouvement. On va dire le poids de l'Allemagne est un poids bloquant au sens de la décision européenne, ce qui n'est pas le cas des autres pays. Évidemment. Mais par contre, et ça je crois qu'il ne faut pas l'oublier, Bulgarie et Pologne, c'est pour des enjeux, j'allais dire, de paix sociale et d'accès à la mobilité. Évidemment. C'est-à-dire augmentation des prix, infrastructure de recharge, disponibilité de marché de l'occasion. Constructeurs présents aussi en Pologne et en Bulgarie. Des usines de fabrication en Pologne, oui. En Bulgarie, à ma connaissance, non. Bon, d'accord. Non, je pense que c'est plutôt l'Italie qui réagit sur le tissu industriel. Sur le tissu industriel. C'est-à-dire l'Italie, qui est un grand fabricant automobile depuis plus de 100 ans, est inquiet sur son tissu industriel. Et les Allemands ont une troisième approche qui est liée au fait que, dans la vision industrielle d'un certain nombre de fournisseurs et donc de membres du gouvernement allemand,
l'existence de carburants de synthèse doit être pris en compte ex ante et non pas comme une variante possible dans le futur. Voilà, c'est ce que demande l'Allemagne. Il y a vraiment 3 sujets différents. C'est ce que demande l'Allemagne. Une exception pour les carburants de synthèse, oui. Alors c'est l'Allemagne, mais l'Allemagne est un gouvernement de coalition. C'est surtout le parti libéral allemand qui était en train de perdre un certain nombre d'élections au niveau régional et qui, pour des raisons électoralistes, fait rentrer ce doute sur les carburants de synthèse dans l'ensemble des institutions européennes, marchant... oui, mais voilà, Diane Strauss, on va expliquer le carburant de synthèse, on va expliquer ce que c'est, et puis on va expliquer. L'Allemagne demande une exception pour les carburants de synthèse. Très bien pour la fin de la vente des voitures à moteur thermique, mais l'Allemagne demande à ce que l'on puisse vendre des voitures qui utilisent des carburants de synthèse. C'est ça la réalité des choses. Est-ce que vous voulez que je vous présente ce que c'est que les carburants de synthèse ? Voilà. Oui. Peut-être en tant qu'industriel, je peux m'en charger. Vous me corrigerez si j'ai tort. Allez-y. Pour faire simple, et depuis un siècle, on a un système... On récupère du pétrole dans la terre, on le raffine, on le distribue par une chaîne d'approvisionnement, des stations essence, dans un réservoir d'essence et un moteur thermique. Quand vous passez dans une mobilité 100% électrique, vous changez complètement, pour prendre un terme pompeux, le paradigme, vous changez complètement le modèle. Vous générez de l'électricité à base de charbon, à base de gaz, à base de nucléaire, à base de renouvelables. Vous transportez comme on transporte de l'électricité, vous rechargez le véhicule. Ça impacte toute la chaîne d'approvisionnement et ça transfère des équilibres industriels d'une chaîne vers l'autre, avec tout un tas d'impacts industriels. Le carburant de synthèse, il reprend un vieux process qui existait au moment de l'Allemagne nazie pendant la Deuxième Guerre mondiale, parce que l'Allemagne nazie n'avait pas accès au pétrole. En gros, vous récupérez du CO2, vous le mélangez avec de l'hydrogène, vous faites une variante du méthane que vous transformez dans un carburant qui utilise la même chaîne d'approvisionnement. Alors, j'ai compris le carburant, mais c'est un carburant cher ? Aujourd'hui. Oui, aujourd'hui. Il est cher aujourd'hui. Aujourd'hui, ça vaut horriblement cher le litre. On parle de plus de 2000 € du litre. Mais la perspective, et là, c'est un débat d'experts infini, dit entre 4 et 10 € du litre. Oui, entre 4 et 10 € le litre. Oui, c'est Porsche qui pousse. Hein. Mais même Porsche a reconnu que ce ne serait pas tellement pertinent. C'est le FDP qui pousse, le Parti libéral allemand. Le Parti libéral allemand qui est membre de la coalition. C'est l'Arabie Saoudite aussi, il ne faut pas... les carburants de synthèse, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'en fait, c'est un carburant qui est issu d'hydrogène. Donc on parle d'un réseau électrique, on part d'une énergie, soit les énergies fossiles, comme on les connaît, soit les énergies renouvelables, soit le nucléaire, qui crée de l'électricité. À base d'électricité, on crée de l'hydrogène. À base d'hydrogène, on va créer des carburants de synthèse en le mélangeant à du CO2 qu'on a réussi à capter, ce qui n'est pas encore une technologie commercialisée. Et donc vous comprenez bien que dans toutes ces différentes étapes, on perd en fait du rendement énergétique. Et donc avec une voiture qui roule au carburant de synthèse, on va rouler 5 fois moins de kilomètres que pour une batterie avec la même électricité, la même énergie. Et en 2050, en 2030, on ira vers un monde... Une Europe qui sera de plus en plus électrifiée. On n'a pas des ressources électriques infinies. Et donc, il faut prioriser l'usage de ces carburants de synthèse qui sont précieux, très précieux, parce que c'est le seul moyen de faire... De généraliser, et non pas généraliser. Alors en fait, notre position, c'est qu'il faut limiter les carburants de synthèse à une mobilité très lourde, qui sera notamment le maritime, les gros cargos qui traversent les mers, et l'aviation. C'est une aberration d'utiliser ces carburants de synthèse qui sont chers, coûteux, rares, précieux. Pour un véhicule, on n'arrivera pas du tout à mettre à l'échelle cette technologie. C'est une diversion. Alors vous n'êtes pas d'accord, mais je vais donner la parole à Richard. Je suis assez d'accord avec l'analyse. Aujourd'hui, la réalité, c'est qu'on part d'eau pour créer de l'hydrogène. Idéalement avec de l'électricité propre, qu'on recombine avec du CO2 qu'on capte, et on a un cycle qui est assez voisin de zéro en termes de génération de CO2. C'est la vertu du carburant de synthèse. La deuxième vertu, c'est qu'il utilise toute une chaîne d'approvisionnement existante. Le défaut, c'est qu'effectivement, c'est très peu efficace comme process, dans un facteur effectivement de 4 à 5, et qu'à ressources limitées, pas mal de gens, et pas seulement des ONG d'ailleurs, disent, attention, on doit prioriser les lieux où il n'y a pas d'alternative, qui sont typiquement l'aérien et le maritime. Donc la position allemande, elle est très élitiste en fait, parce que le carburant de synthèse ne pourra pas couvrir l'ensemble du parc existant. Je comprends Vincent Kobe, elle est très élitiste, et peut-être
que pour certains véhicules, peut-être très chers. Une 911 GT3, par exemple, à tout hasard. Non, je dis ça. Bon, Yves Cara, quelle est votre position? Quelle est la position de l'Automobile Club? C'est très intéressant d'avoir un industriel qui a encore dirigé, qui a dirigé Citroën il y a encore quelques jours. Hein. Si vous voulez, ce que pensent les Français, les automobilistes, nos membres, mais pas seulement, c'est qu'il y a un vrai regret, c'est-à-dire que les députés européens ont pris une option sur le futur contre l'industrie et pas avec l'industrie. La grande erreur, ça a été de se croire des techniciens et des ingénieurs, de dire « nous on sait, ce sera l'électrique ». Alors si c'était l'électrique... parce que s'il n'y a pas... Attendez, je vous coupe juste. S'il n'y a pas de vente de moteurs thermiques, ce sera l'électrique. Mais justement, ils auraient dû réunir tout le monde, les ingénieurs et tout le monde, dire voilà, écoutez, les objectifs de réduction, on ne les discute pas, de pollution. Qu'est-ce qu'on fait? Comment on fait? En fait, l'idée, c'est pas de se passer du moteur thermique, c'est de se passer du pétrole. On est tous d'accord. Donc, qu'est-ce qu'on fait entre les carburants de synthèse, l'hydrogène? Vous savez, moi, j'ai fait l'armée il y a longtemps. Maintenant, il n'y a plus d'armée. Je conduisais des camions. Il se trouve que j'ai eu cette chance parce que c'était vraiment intéressant. On avait, sur ces gros moteurs diesel, on avait la position diesel et on avait une grosse manette qui était position autre. C'est-à-dire, en temps de guerre, quand on n'a plus de diesel, on met ce qu'il faut en mode dégradé pour le moteur pour qu'il avance. On sait faire depuis très longtemps tout ça. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas pris cette solution avec tous nos déchets qu'on peut très bien recycler et en faire du carburant, quel qu'il soit, et faire avancer un véhicule thermique? Le problème, c'est pas le thermique, c'est le pétrole. Oui, et c'est dommage qu'on n'ait pas pris cette option historique pour dire on se sépare du pétrole, mais dans 20-30 ans, voilà ce que sera votre France. Vous dites, et ce serait, s'il vous plaît, et ce serait beaucoup moins anxiogène pour tous les Français. Et vous dites, Yves Cara, bon, très bien, on va se priver du pétrole, mais il faut trouver autre chose que l'électrique, quoi. C'est ce que vous dites. Oui. Non, mais l'électrique peut avoir sa place, mais pas seulement. Attendez, je voudrais donner aux auditeurs quelques informations. Les constructeurs basculeront à 100% au moteur électrique. Je regarde les dates. DS 2024. C'est ça? C'est vrai, vous, DS, oui, Citroën, oui, 2024? DS, c'est pas Citroën. C'est pas Citroën, oui, c'est vrai. Enfin bon. Il y a dû avoir une annonce disant que l'ensemble des véhicules de DS auraient une option 100% électrique en 2024. 100% électrique. 2025, Ford Jaguar. 2027, Alfa Romeo. 2028, Opel, Lotus. 2030, Mercedes, Volvo, Rolls-Royce, Renault, Peugeot, Fiat, Bentley. 2033, Audi. Et 2035, Volkswagen, Hyundai et Toyota. Communiqué des constructeurs. Tout à fait. Oui. Donc voilà les dates. 100% électrique. Donc à ce moment-là, est-ce que vous pensez qu'en 2035, toutes les voitures qui seront vendues seront des voitures 100% électriques? Moi, qu'est-ce que vous en pensez? Vous qui avez dirigé Citroën. Oui, non, je trouve que le sujet est fascinant et nécessite du temps, et c'est bien qu'on ait du temps pour en parler. Oui. Premièrement, la prise de conscience de tout un chacun sur le fait que les ressources de la planète sont limitées et qu'il faut s'engager dans un meilleur usage de ces ressources, elle est en train d'arriver, elle est en train de s'accélérer. Les événements de l'année dernière l'ont accéléré. Le constat est fait. La deuxième chose qu'il faut garder à l'esprit, c'est que conduire un véhicule électrique est une expérience fascinante. Oui. D'accélération, d'absence de vibration, de confort. Oui. Donc, le résumé de ça, c'est l'industrie automobile passera à l'électrique dans des proportions très importantes dans les années qui viennent. Mais pas à 100%. Le débat, je commence toujours par ce premier sujet qui est quand même important. Le débat, c'est aujourd'hui, il y a eu un texte voté par l'Europe disant 1er janvier 2035, 100% électrique. Cette décision-là, il faut quand même noter, et là je suis d'accord avec ce qui a été dit, elle a été faite sans étude d'impact, sans discussion avec l'industrie. C'est-à-dire, c'est un choix qu'on va qualifier politique. Et mon directeur général l'a dit de façon très claire. Oui, mais Vincent Cobé, est-ce qu'en 2035, les voitures vendues seront à 100% électriques? Aujourd'hui, c'est la loi européenne. Aujourd'hui, c'est la loi européenne. Donc en Europe, la réponse est oui. La réponse est oui. Sauf que le problème que vous avez mentionné il y a quelque temps, c'est que l'habitant bulgare et l'habitant polonais, il est en train de réaliser ce que ça veut dire. Oui. Dans des pays où il n'y a pas de marché de l'occasion structuré, où il n'y a pas de marché de financement structuré, où l'acquisition d'un véhicule neuf, il n'y a pas d'alternative de transport public non plus, et où on va faire passer le prix moyen de transaction qui est aujourd'hui en dessous de 15 000 €
à 40 000. Oui, évidemment. L'impact social dans les pays d'Europe de l'Est, c'est pas surprenant que la Bulgarie et la Pologne y arrivent. On pourra toujours vendre des voitures d'occasion, bien sûr, des voitures d'occasion à moteur thermique. Aujourd'hui, oui. Sauf que quand vous êtes en France, ce marché de l'occasion existe et il est structuré. Oui. Quand vous êtes en Bulgarie et en Pologne, c'est pas le cas. Ça, j'ai compris. Est-ce que je peux poser une question? J'ai pas la réponse en tant qu'industriel, vous l'avez peut-être. On est en 2035, on peut plus vendre de voitures à moteur thermique neuve en France. Oui. Si je la fabrique au Maroc, c'est pas en Europe, je la fais rouler 100 km, ça devient une voiture d'occasion. Est-ce que je peux la ramener et la vendre en Europe? Je n'ai pas l'article exact, mais la réponse sera non si elle est neuve. Si elle est d'occasion... Si elle a roulé 100 km, elle est d'occasion. Si elle est d'occasion, théoriquement, oui. Après, vous aurez des problèmes d'homologation de ce véhicule pour être immatriculé en Europe. Oui, qu'est-ce que vous vouliez dire, Diane Strauss? En fait, je ne vois pas tellement l'intérêt d'aller développer le doute chez les auditeurs. C'est-à-dire qu'on a une technologie qui est maintenant reconnue par tout un certain nombre d'institutions comme étant la technologie du futur. Le GIEC, dans son rapport d'hier, mentionne l'électrification des voitures comme une solution pour le climat. Les ONG de droits humains, on a un partenariat avec Amnesty International, les think tanks, tout le monde est d'accord pour dire que c'est l'électrification des voitures. Donc je pose la question, quel est l'intérêt d'aller semer le doute sur des technologies comme les carburants de synthèse qui ne seront pas disponibles pour les particuliers, comme les biocarburants qui ont un impact climatique négatif, comme le biogaz. En fait, il y a posez la question, mais pourquoi cette opposition au tout électrique? Si il y a une opposition, c'est peut-être qu'il y a un problème. Parce que s'il y avait une évidence, elle se serait installée. Vous savez, au début du XXe siècle, il y avait plus de voitures électriques que de voitures thermiques. Si le thermique s'est imposé, c'est qu'il répond à nos besoins. Encore une fois, la voiture est la solution à l'étalement urbain. C'est la victime. Et ce que je veux dire, c'est qu'il y a des solutions. Vous roulez à l'éthanol, à l'E85 aujourd'hui, il y a presque plus de pétrole. En 2026, en Formule 1, il n'y aura pas une goutte de pétrole. On aura autant d'énergie en électrique qu'en moteur thermique. Et on a vraiment, avec l'hydrogène et autres, d'autres solutions. Il faut tordre le cou quand même à l'idée que les carburants à base de culture sont une solution. Ils ne peuvent pas être mis à l'échelle. Ils utilisent des intrants, de l'eau, des terres arables en période de crise alimentaire. Des solutions. Mais j'ai pas dit qu'on roulerait du biocarburant. Mais Jean-Jacques, j'ai pas dit qu'on roulerait tous avec ça. J'ai dit que ce sera une des solutions. A priori, l'industriel pourra peut-être nous répondre. Le pétrole ne sera pas remplacé par une seule énergie. A priori, voilà, c'est toute la question. Est-ce que le pétrole sera remplacé par une seule énergie et doit-il être remplacé par une seule énergie, l'énergie électrique? Si je peux apporter 2-3 éléments. Premièrement, il y a quelque chose qui a été mentionné tout à l'heure. Seule l'Europe a pris cette décision. Oui. Alors justement, je vais y revenir parce que les moteurs thermiques continueront à être vendus pendant longtemps ailleurs dans le monde. Voilà. Donc on fait un réchauffement on règle le problème du réchauffement climatique sur 10% de la population mondiale. Oui, mais pardon, mais l'Europe peut être leader aussi sur ce terrain-là. Mais je vous donne un exemple quand on parle de biocarburant. Oui. Le Brésil, qui a une économie totalement différente de la nôtre, a une équation CO2 en biocarburant qui fonctionne. Pratique la déforestation et bousille la planète. Si je peux me permettre, c'est une interprétation assez simple du sujet. C'est pas la déforestation qui permet de faire du E85 au Brésil. D'accord. Donc il ne faut pas mélanger les deux sujets. Le Brésil a une roadmap vers une empreinte CO2 très faible en biocarburant, compte tenu de la structure de son économie agricole. Et pas de la déforestation. Il n'y a pas de lien entre les deux. Je pense qu'il faut juste se dire, aujourd'hui le débat il n'est pas est-ce qu'on va vers l'électrique. Le débat est comment est-ce qu'on peut prendre une décision sans étude d'impact et sans accord avec l'industrie, et comment est-ce qu'on peut l'imposer sans se préoccuper de l'enjeu social. La Bulgarie et la Pologne sont des vrais sujets sociaux. Vous allez pouvoir répondre à une... Attendez, je voudrais observer une petite pause, le débat est vraiment lancé. Diane Strauss va répondre dans un instant, mais il est déjà 11h31, à tout de suite. Jean-Jacques Bourdin. Bien, le tout électrique vendu en 2035 en Europe, est-ce une solution 15% des émissions de CO2 en Europe, sur le continent européen, viennent de l'automobile. 15%. Ça, c'est pas vrai. C'est vrai en France. Le 15% n'est pas vrai en Europe. Il est vrai en France. Il est vrai en France parce que la génération d'énergie en France est nucléaire. Du continent européen. J'ai vu ça dans toutes les enquêtes. Non, ça c'est les transports, ce que vous avez vu. C'est pas l'automobile. Les transports, c'est 30%. En France. Ne nous trompons pas. En France, la génération d'énergie ne crée pas de CO2, ce qui magnifie tous les autres contributeurs. Alors, question. Est-ce que l'Europe,
en choisissant le tout électrique, va se rendre dépendante des composants de batterie de Chine et d'Afrique. Je crois qu'on a la réponse dans la question. Alors, si je peux me permettre... oui, c'est-à-dire la réponse dans la question. C'est-à-dire que oui, on sera dépendant. Oui, on sera dépendant. Et vous savez, il y a eu une progression, l'industriel pourra le confirmer, de plus de 140% de progression de vente de voitures chinoises en France. Donc vous allez me dire, c'est sur un faible volume. Oui, mais le barrage que constituait la technologie thermique est en train de se fissurer. Et vous savez, quand il y a une petite fissure qui passe et qu'il y a de l'eau qui passe, le barrage va céder. Et encore une fois, franchement, à Madame Strauss, si c'était vraiment bon pour la planète, ça prouve que les constructeurs européens ont pris du retard. Parce qu'on est tous automobilistes. On est tous automobilistes directement ou indirectement. Si c'était vraiment bon pour la planète, il y aura un consensus immédiat de dire je vais faire un petit effort, ce sera bon. Mais vous prenez une planisphère, vous coloriez, si je peux me permettre, vous coloriez juste où les voitures thermiques neuves seront interdites de la vente. Puis vous regardez les Indiens, vous regardez les Américains, vous regardez les Chinois, vous regardez le continent africain. Alors, et vous verrez que malheureusement, aux Américains et aux Chinois. Malheureusement, on va pas avoir un grand impact. Encore une fois, le... l'électrique sera une des solutions, mais pas la seule. Peut-être, c'est votre point de vue. Regardons les Américains, parce qu'on parle d'industrie. Regardons les Américains. Le Inflation Reduction Act vise à amener un certain nombre de projets de batterie sur leur territoire, des projets de batterie pour les véhicules électriques. Ça veut bien dire qu'ils vont produire électrique. Les Chinois sont déjà en train de produire électrique. Donc qu'est-ce qu'on nous dit ? On nous dit qu'en fait, il faudrait pas. L'objectif de cette date de 100% de véhicules électriques, c'est aussi de forcer les industriels à fabriquer. Un jalon pour inciter les industriels à produire européen. L'Europe est en train de développer tout un processus pour permettre de produire toute la chaîne de valeur des batteries sur le sol européen. En fait, c'est ça, c'est aussi un enjeu de souveraineté. C'est pousser l'Europe. Est-ce qu'on peut répondre avec des faits industriels ? Je pense que c'est quand même important. Le Inflation Reduction Act des États-Unis est clairement un acte de protectionnisme industriel, il faut être très clair, et qui vise effectivement à industrialiser pas seulement des batteries, mais aussi des composants électroniques. Oui. Mais avec un objectif déclaré du gouvernement américain de viser 40 à 50% d'électrification. Il faut aussi remettre l'église au milieu du village. Oui. L'électrification va arriver, je l'ai dit depuis le début, je le maintiens et j'ai pas de problème. Est-ce que c'est 70, 80, 90% dans un horizon de 30 ou 50 ans ? Oui. Le débat est là. Elle va arriver, l'électrification. Et les Américains, avec une tendance protectionniste, planificatrice qui est la leur, ont fait cet Inflation Reduction Act. Vous regardez la Chine. La Chine est un pays où la stratégie industrielle par le gouvernement est très importante. Donc depuis 15 ans, la Chine a développé une gestion des matières premières, avec la sécurisation de tout un tas de matières premières, d'ailleurs principalement en Afrique, pour contribuer à la fabrication des batteries, ce qui amène aujourd'hui plus de 80% des batteries fabriquées avec des éléments chinois. Et a déployé une politique d'électrification du marché, mais même le gouvernement chinois planificateur dit environ 50%. C'est la réalité d'aujourd'hui. Aujourd'hui, ce qui croît le plus, ça va pas du tout plaire à Diane Strauss en Chine aujourd'hui, c'est les hybrides rechargeables. C'est pas l'électrique. Alors je rappelle qu'en 2035, les hybrides rechargeables, on n'en vendra plus. Pour l'instant. D'accord. Pour l'instant, mais peut-être plus tard. On peut parler des hybrides rechargeables. Moi je vous donne des faits industriels, c'est ça qui est important. Donc, ce qui est important de garder à l'esprit, c'est que pour qu'une voiture électrique devienne vertueuse, et je suis un fervent défenseur du fait qu'elle peut et qu'elle doit devenir vertueuse, il faut que l'électricité soit propre. Ça, c'est des horizons de 15 à 30 ans. Il faut qu'il y ait une infrastructure de recharge et de distribution d'électricité. Ça, c'est 10 ans à 15 ans. Et ensuite, il faut qu'il y ait des véhicules électriques, ça, c'est 5 ans. Donc on est vraiment, désolé de cette phrase un peu simpliste, on a vraiment mis la charrue devant les bœufs, en disant on va d'abord faire les voitures électriques dans des pays... On peut parler de l'Allemagne, on peut parler de la Pologne. Mais c'est peut-être pour inciter les constructeurs européens à accélérer le mouvement. Mais pourquoi est-ce qu'on n'incite pas les fabricants d'électricité à faire de l'électricité verte plus rapidement ? C'est dans le cadre de la proposition de la Commission européenne, le verdissement du mix énergétique de tous les pays européens. Soyons très clairs, le plan nucléaire lancé en France, on nous dit première date de lancement 2035-2037. Oui. Donc c'est après que la charrue soit partie, ça quand même, je vous rappelle. Bien, mais les voitures, le problème c'est le coût. Est-ce que en 2035, les voitures électriques à moteur électrique qui seront vendues seront proportionnellement vraiment moins chères qu'aujourd'hui ? Non. Est-ce que le coût va baisser d'une voiture électrique ? Non. Ça fait peur, ça, quand même. Ah, mais ça, c'est inquiétant. En fait, qui achète sur le marché du neuf ?
Je rappelle quand même que 70% des ménages achètent sur le marché de l'occasion. Donc, qui achète des véhicules neufs? C'est les entreprises. La moitié des véhicules qui sont vendus, c'est des entreprises. Et les entreprises qui ont des moyens d'acheter électrique, qui en fait achètent un véhicule et 4 ans plus tard le revendent sur le marché de l'occasion. Donc, ce qu'il faut, c'est focaliser les efforts sur l'électrification des entreprises. Et ces entreprises, elles ne remplissent pas leurs responsabilités, elles ne prennent pas leurs responsabilités parce qu'il y a des objectifs de verdissement qui ont été définis par le gouvernement qui fixent à 10% les taux d'électrique et d'hybrides rechargeables dans le renouvellement des flottes qui ne sont pas remplis. On vient de publier une étude qui montre que la plupart des entreprises ne remplissent pas ces objectifs. Donc si elles ne les remplissent pas, elles ne mettront pas ces véhicules sur le marché de l'occasion. L'électrique ne sera pas accessible, et ça je suis d'accord avec vous, dans ce cas-là, aux ménages modestes. Oui, parce que mais pourquoi est-ce que les prix de l'électrique ne vont pas baisser puisque vous allez vendre plus de voitures électriques? Je ne comprends pas pourquoi le prix ne baisse pas. Jean-Jacques. Oui. Il y a un certain nombre de choses qu'il faut prendre en compte, je pense. Premièrement, et depuis 15 ans qu'on vend des véhicules électriques, il y a une angoisse de l'usager sur l'autonomie. Oui, aujourd'hui. Mais dans 10 ans, il n'y aura plus cette angoisse. Moi, ça a été ma position, et jusqu'ici, j'ai perdu cette bataille. D'accord ? Aujourd'hui, quand vous dites ma voiture elle a 400 km d'autonomie, on parle de cycle d'homologation. Dans la réalité, ça veut dire 230 à 250. Ça répond pas aux attentes de clients. Donc en fait, la voiture de la famille pour transporter tout le monde, 95% du temps avec une seule personne à bord pour des trajets courts, mais 3 week-ends par an sur une distance grande. Aujourd'hui, ce véhicule, vous pouvez l'appeler chez Citroën C5 Aircross. Aujourd'hui, l'attente du client, elle est à 600 km d'autonomie. Pour faire 600 km d'autonomie avec des véhicules comme ça, on parle de batteries de taille très importante. Aujourd'hui ? Ah non, ça c'est de la chimie, c'est de la physique. Il n'y a pas de rupture technologique pour l'instant. Les ruptures technologiques d'ici 2035, elles ne sont pas visibles. Elles sont visibles dans des études, mais pas dans une réalité. Donc le prix des véhicules, prix moyen vendu en Europe en ce moment, 26 ou 27 000 euros. Dans un 100% électrique en 2030 et en 2035, on parle de 40 à 45 000 euros. Quand vous augmentez le prix de véhicules neufs dans ces proportions-là, vous créez un enjeu social. La réponse de Diane qui est de dire vendez-les aux entreprises, financez-les et le marché de l'occasion va s'en occuper, ça marche potentiellement dans des pays d'Europe de l'Ouest où il y a un marché de l'occasion, un marché du leasing fort et où les taux d'intérêt étaient à peu près égaux à zéro. C'est plus le monde dans lequel on est. Oui. Et donc, il y a un vrai sujet de vitesse d'adoption et de processus d'adoption. Et une fois de plus, je le dis et je le redis, on va passer à l'électrique. Ça veut dire que c'est impossible. Non. Ça veut dire que c'est impossible si je vous écoute. Non, mais il faut savoir que la majorité des trajets, ce ne sont pas des trajets de 600 km. Le problème, c'est que le client n'achète pas sur la majorité des trajets. Aujourd'hui, le client, il achète sur l'exception du trajet. Oui, mais c'est pour ça que les bornes de recharge seront là pour accompagner le client. Aujourd'hui, elles ne sont pas là, Diane. Je vous rappelle, l'État a fait la moitié de sa promesse l'année dernière. D'accord, mais on parle de 2035 ici. C'est vous qui allez les financer ? C'est parce que si ce n'est pas vous qui allez les financer, je fais partie du côté qui les finance en partie. Est-ce que vous confirmez qu'il n'y a pas de modèle économique aujourd'hui sur les bornes de recharge ? Sur les autoroutes, il n'y a pas de modèle économique. Voilà. Et ça, c'est un vrai problème, parce qu'on ne va pas perdre de l'argent sur les bornes de recharge. C'est-à-dire qu'on perd de l'argent. Celui qui installe les bornes perd de l'argent. Je vais vous le faire assez simple. Il y a 2 scénarios de déploiement de charges sur les systèmes autoroutiers français qui sont publiés par le gouvernement. Et je rappelle que même le scénario bas, aujourd'hui on est à la moitié. Mais vous avez un scénario bas et un scénario ambitieux. Sur le scénario bas, on réussit à satisfaire tout le monde sauf 15 jours par an. Manque de bol, c'est quand vous voulez aller en vacances. Et ces 15 jours-là, effectivement, il y a une inquiétude certaine sur comment est-ce qu'on va absorber les chocs. Je ne désespère pas de l'humanité, on va étaler les déplacements, on va trouver des solutions alternatives, mais cette équation-là, elle ne marche pas. Si vous êtes sur le scénario haut qui satisfait, à quelques exceptions près, la demande, vous avez utilisé des bornes, vous avez installé des bornes de recharge, mettez 100 000 euros la borne, d'accord, qui fonctionnent à haute puissance et qui, 99% du temps, ne sont pas utilisées. Et en plus, les stations essence d'autoroute, au cas où vous n'auriez pas remarqué, elles sont à côté des villages. Donc il n'y a pas d'alimentation électrique existante. Donc vous avez des coûts d'installation qui sont très élevés, des taux d'usage très faibles. Donc le business économique de la charge sur autoroute qui répondrait à une demande, il n'existe pas. Bien, il est 11h44. Je voudrais préciser aussi juste une chose, l'électrique, c'est pas gratuit.
Quand on recharge sur le... C'est ça, plus cher que l'essence aujourd'hui. Plus cher que de l'essence aujourd'hui. La majorité des recharges ne sont pas sur autoroute. La majorité des recharges se font chez soi. Oui, mais l'enjeu, il est là. Il est sur les autoroutes. Les gens achètent sur les usages d'exception. Pourquoi l'enjeu serait sur les autoroutes? Quelle est votre réponse aux usages d'exception? C'est ça la vraie question. Il va y avoir des systèmes de mobilité partagés. Si vraiment on n'arrivait pas d'ici à 15 ans à développer un système économiquement viable pour les bornes de recharge, il y a tout un système de mobilité partagée qui arrivera... Qui n'a pas d'économie non plus. Mais oui, mais ce que je veux dire, c'est que vous regardez, il faut avoir une vision globale des choses. On parle des besoins de mobilité des gens qui vont au travail tous les jours. On parle des besoins de mobilité et on parle d'un enjeu climatique qui quand même nous dépasse avec un horizon temporel à 30 ans. Ces gens, ils sont mes clients. Moi, je ne suis pas dans l'incantation, je suis dans la vente de produits et de services. Et je vous dis aujourd'hui... Mais ce que je veux dire, c'est se focaliser sur la quinzaine du mois d'août. C'est ce que fait le client aujourd'hui. Mais peut-être que le client va évoluer. 18% des particuliers achètent des voitures électriques actuellement. En tout cas, la société est organisée avec moi, je pense que 600 km. Je pense que la base de tout, ça sera le coût. Le coût du véhicule. Si le véhicule est très cher, il n'achètera pas, le client n'achètera pas la sécurisation de pouvoir rouler tous les jours avec sa voiture. Le coût, c'est la première chose, vous le savez bien. Est-ce que je peux essayer de dessiner un futur qui fonctionne? Très vite. Mais non, alors attendez, après la pub. Ok, on est 11h46. Jean-Jacques Bourdin. Il est 11h49. Bien, on termine. Et je voudrais poser une question toute simple. Est-ce que si l'on supprime la vente des véhicules à moteur thermique en 2035, est-ce que l'Europe va perdre un savoir-faire ? Un savoir-faire industriel je réponds, et avec des conséquences sociales qui pourraient être rudes. Oui, évidemment. Je crois que la bataille des batteries, on l'a perdue pour un long moment. Il y a des lois électromagnétiques qui risquent d'être compliquées à détourner et on n'a pas encore de rupture technologique. Oui, on l'a perdue, mais encore une fois, pour parler d'une façon plus générale, nos membres, les consommateurs, les Français, cette interdiction de vente des moteurs thermiques a été, pourquoi pas, mettons qu'elle soit justifiée, mal faite parce qu'elle a créé de l'angoisse. On est dans un climat anxiogène vis-à-vis de la voiture, avec les stationnements qui sont plus chers, avec cet arrêt de vente des moteurs thermiques, avec les ZFE, tout ça. Moi, je discute avec eux tous les jours, je suis dans les médias tous les jours, et je peux vous dire qu'il y a une vraie angoisse. On aurait pu le faire d'une façon différente, moins stressante, en disant, écoutez, voilà, dans les 30 ans, on n'aura plus de pétrole, on va se passer du pétrole, on aura de l'électrique, peut-être du thermique, peut-être de l'hydrogène, mais en tout cas, on voit dans 30 ans, pour l'Europe, pour une autonomie énergétique, plutôt que de créer une angoisse comme ça en disant je ne vais plus pouvoir rouler en voiture. C'est ça qui ressort en fait. Et c'est ça qui est dommage. Après, on rentre dans les domaines techniques, technologiques, idéologiques, mais on a créé une angoisse qui n'avait pas lieu d'être. Je me tourne vers l'ancien directeur général de Citroën. Dites-moi, Vincent Cobé, est-ce que l'Europe va perdre un savoir-faire industriel? Il y a une réalité. On peut donner deux exemples évidents. Oui. Le savoir-faire diesel. Oui. D'accord, on peut penser du bien, du mal du diesel. C'est pas... De très très loin, les leaders mondiaux de toute l'ingénierie de la fabrication diesel étaient européens. Un très grand nombre d'eux allemands. Et puis derrière ça, première usine au monde de fabrication de moteurs diesel, de mémoire, c'est une usine PSA dans le nord-est de la France. D'accord. Donc ça, demain, on va l'enlever. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura plus de diesel dans le monde. Mais alors, que fera cette usine? Que fera cette usine de PSA? Des moteurs électriques, des batteries. Des batteries? Oui. Et des moteurs électriques? Cette usine-là fait des moteurs électriques et d'autres usines du groupe PSA, anciennement PSA, qui sont dans le nord de la France, vont fabriquer des batteries. Pourquoi? Parce qu'en tant qu'industriel, vous avez aussi une responsabilité sociale de maintien dans ce volume d'emploi. Par contre, ce qui va se passer au niveau des fabricants automobiles et ce qui va se passer au niveau des fournisseurs ne sera pas la même chose. C'est-à-dire les gens qui étaient des fournisseurs spécialisés du diesel, leur business, il va se transférer en Inde et en Afrique. 60% du marché indien est diesel. C'est pas une surprise. Si je peux me permettre quand même, dans les savoir-faire, dans les moteurs thermiques, essence cette fois-ci, ça vous a pas échappé qu'il y a un constructeur chinois qui vient d'investir, déclarer d'investir dans un partenariat avec un constructeur automobile français sur les moteurs thermiques. Pourquoi? Parce que le meilleur savoir-faire mondial en moteur thermique, il est donc en Europe. On vendra des moteurs thermiques ailleurs dans le monde. On vendra notre savoir-faire. Je ne suis pas sûr qu'on fabriquera les moteurs. C'est pas sûr. Mais on vendra notre savoir-faire, on s'associera et ce sera fabriqué ailleurs dans le monde. J'ai bien compris. On ne parle pas des mêmes chiffres. Diane Strauss. Oui, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on n'a pas attendu l'électrique pour perdre des emplois en France. Sur ces 10 dernières années, on a perdu 100 000 emplois dans l'automobile. Donc,
l'électrique, c'est plutôt du point de vue de l'automobile une opportunité pour relocaliser notamment la production de petits véhicules qui seront moins consommateurs. Est-ce qu'on va relocaliser? Est-ce que l'électrique va permettre la relocalisation? Et les syndicats travaillent avec les ONG en ce sens. En ce sens. Est-ce que oui ou non? Je ne pense pas qu'il y ait aujourd'hui une raison évidente pour le faire. Si on parle de raisons économiques pures, les petits véhicules sont sortis de fabrication en France pour des raisons principalement de coût du travail. Oui. Et sont restés pour la grande majorité en Europe. Je crois qu'il faut aussi avoir une approche au-delà de la France en termes d'industriel. Le fait qu'il y ait une électrification, ça crée une transition des types d'emplois. Ça va recréer un certain nombre d'emplois, mais le bilan total, il est négatif. Faut quand même être très clair. Bien. Oui, il est négatif, mais aujourd'hui, il est négatif. Avec les moteurs thermiques. Oui, c'est pas parce que la courbe a été en décroissance qu'il faut l'accélérer. Il faut l'accélérer, oui, je comprends ce que vous voulez dire. Oui, justement, c'est pas une façon d'accélérer, c'est-à-dire que si on arrive à reproduire... Prenez le leasing social. On a fait une étude à Transport et Environnement, on pourrait avoir 15% de véhicules additionnels produits en France grâce au leasing social. Parce que c'est des gens qui sont exclus de la mobilité ou exclus du marché du neuf. Donc on pourrait créer des véhicules additionnels qui sont produits en France. Sauf qu'en fait, on n'arrive pas à avoir des véhicules produits en France. Pourquoi ? Parce que les constructeurs ne sont pas intéressés de produire des petits véhicules en France. Parce que ça ne fait pas assez de marge. Ils ne sont pas intéressés par les petits véhicules ? Une fois de plus, on n'est pas dans l'incantation, on est dans la réalisation quand on est constructeur. Oui. Le choix, c'est un choix économique et industriel. Le leasing social, aujourd'hui, il y a des intentions et que personnellement, je supporte fortement. Être capable de fournir un véhicule électrique à 100 € par mois en termes de location longue durée. C'est l'idée. Tout à fait. À ma connaissance, il n'existe pas d'offre aujourd'hui et c'est pas lié au lieu de fabrication d'ailleurs. Donc l'équation, elle n'est pas montrée. Je comprends qu'il y a des études et des intentions, mais on est dans l'incantation. Et le 2024, c'est annoncé. C'est le gouvernement qui a annoncé cela. Encore une fois, on parlait du véhicule d'occasion. J'en profitais parce qu'on a un industriel qui sait certainement de quoi il parle. Le vieillissement des véhicules électriques. Si au bout de 10 ans, 12 ans, on doit changer une batterie qui représente à peu près 40% du coût de la voiture, que sera le marché de l'occasion ? Parce qu'aujourd'hui, une voiture qui a 20 ans, très bien entretenue en thermique, elle peut aller jusqu'à 400 000, 500 000 km. Qu'en sera-t-il de la voiture électrique à l'heure actuelle ? Je ne partage pas votre inquiétude. Tant j'ai eu mieux. la chance, dans mon passé, de travailler dans une entreprise japonaise qui s'appelle Mitsubishi Motors, qui a été la première à vendre des véhicules électriques. Oui, je me souviens. En volume important. Il y avait des hypothèses de détérioration de la batterie à 10 ans, avec 30-40% des batteries qui seraient plus utilisables. La réalité factuelle n'a pas été celle-là. Et je pense que la technologie des batteries électriques s'améliore. Donc, c'est pas du tout aberrant d'attendre d'un véhicule électrique qui dure 15 à 20 ans. Oui. Comme en plus, il a moins de pièces tournantes, il y aura moins de réparations. Donc, de ce côté-là... Moins de réparations, moins d'entretien. C'est une bonne nouvelle. J'ai aucun problème, personnellement, sur une idée d'avoir une forte majorité de véhicules électriques dans le parc. L'essence de notre débat, c'est à quelle vitesse, et est-ce que c'est 100% ou est-ce que c'est 80 ou 90 ? J'ai compris. C'est ça le débat. J'ai compris, évidemment. Dernière question, est-ce que la perte d'autonomie est importante en 20 ans d'une batterie ? Vous jouez l'auditeur, là. Non, mais vous avez raison. C'est important, quoi. Ça paraît pas aberrant pour moi de se dire qu'à 15 ans, on perd pas plus de 30% d'autonomie. D'accord, donc sur 400 km, je vais faire l'interprète de Frédéric, qui est un auditeur, j'ai pas le temps de le prendre malheureusement, qui est à Paris, qui vous pose la question, comment vont-ils faire pour produire suffisamment de batteries électriques pour répondre à la demande ? Est-ce qu'on arrivera à produire suffisamment de batteries pour répondre à la demande ? Les annonces qui ont été faites en Europe disent qu'on pourra produire suffisamment de batteries en Europe pour la consommation de véhicules électriques européens. Cela dit, maintenant avec le Inflation Reduction Act américain, il y a beaucoup de projets qui sont menacés. 67% des projets sont menacés d'être retardés ou annulés. En Europe ? En Europe. À cause des États-Unis. Oui, parce qu'en fait, les projets qui étaient prévus aux États-Unis trouvent mieux disant au niveau des subventions aux États-Unis. Ils sont aidés par le gouvernement américain. Et donc, il y a un objectif aussi de fixer cette date de fin de vente pour être sûr de pousser l'industrialisation du tissu européen. Je pense que... Réponse à notre auditeur Frédéric. Il y a deux choses. Il y a un enjeu de forme. Est-ce qu'on pense que le doctrinaire et la régulation va commander l'industrie, ou est-ce que l'industrie doit être dans un environnement où ses choix logiques amènent aux décisions voulues ? D'accord ? Ce que Diane vient de décrire est tout à fait correct. Aujourd'hui, tous les fabricants européens ont décidé d'investir dans des usines de batteries. Quand on dit investir, pour chaque fabricant, on parle entre 5 et 10 milliards d'euros. Ah oui, c'est énorme. D'accord ? Mais je ne parle que de capacitaire batterie. Je ne parle pas du reste. Oui. On parle de 5 à 10 milliards d'euros.
Je vous rappelle que les taux d'intérêt sont passés de 0 à 6% au cours des 12 derniers mois. Donc c'est plus du tout la même décision en plus. Oui. Quand demain, l'Inflation Reduction Act des États-Unis ou les politiques commerciales de la Chine vont réallouer les ressources, on parle d'un monde à ressources finies, d'ingénierie et de capital. Donc effectivement, il y a un risque, non pas sur la volonté ou sur l'engagement financier, mais sur la capacité de réaliser. Sur la capacité de l'Europe, oui. Bien, merci à tous les trois d'être venus nous voir. Nous n'avons pas répondu à toutes les questions, mais nous avons posé les problèmes et mis les problèmes sur la table. Et c'est ça qui est intéressant dans ces rendez-vous entre 11h et midi tous les jours. Il est 11h58, merci, à tout de suite. Jean-Jacques Bourdin. Il est 12h07, 15 000 nouveaux cas chaque année. Les spécialistes sont inquiets. Comment expliquer l'explosion des cancers du pancréas? Nous allons en parler avec le professeur Pascal Hamel, qui est oncologue à l'hôpital Paul Brousse de Villejuif. C'est un cancer qui est difficile à détecter, c'est le gros problème. C'est le gros problème. Le dépistage de ce cancer qui est aussi difficile à soigner. Nous allons parler de tout cela avec une forte mortalité. Nous allons parler de tout cela avec le professeur Hamel. Mais tout de suite, je voudrais auparavant écouter le témoignage de Linda qui souffre d'un Covid long. Le Covid long, c'est un phénomène encore mystérieux. Plus de 3 ans après le début de la crise Covid, 30% des patients infectés présenteraient des symptômes de ce qu'on appelle le Covid long. Nous allons écouter Linda, Félix Mathieu, faisons le point. Fatigue extrême, essoufflement, toux, dépression, troubles musculaires, perte du goût et de l'odorat. Un tiers des patients connaîtraient des symptômes persistants une fois passée l'infection. 30% parmi les personnes ayant eu le Covid au moins 3 mois auparavant, selon Santé publique France. 2 millions d'adultes concernés, estimait l'agence sanitaire en juin dernier. Mais au-delà de ça, certains gardent des séquelles encore beaucoup plus longtemps. 20% des patients présentent des symptômes 1 an et demi après l'infection, selon Santé publique France. Une estimation, il faut rester prudent, prévient l'agence, tant le phénomène est difficile à appréhender en gravité ou en nature des symptômes d'un patient à l'autre. Ces études reposent sur la base du volontariat. Oui, Linda. Oui. Merci d'être avec nous, Linda. Avec plaisir. Linda, vous avez été touchée par le Covid quand? Au mois de janvier de l'année dernière. Voilà, janvier de l'année dernière, un Covid sérieux. Oui. Vous avez été hospitalisé? J'ai été hospitalisé, oui. Vous étiez vacciné ou pas? Alors justement, j'ai fait des effets indésirables du vaccin. Donc j'ai fait comment on appelle, une injection, et depuis le vaccin, déjà je suis malade et j'ai déjà les mêmes symptômes. Et quand j'ai eu le Covid, ça n'a fait que continuer dans mes symptômes, mais plus fort. Bon, vous avez eu le Covid avant d'être vacciné ou après? J'ai eu le Covid après être vacciné. Après être vacciné, vous avez eu le Covid. Bon, et aujourd'hui, vous êtes victime d'un Covid long. Oui, c'est ça. Un Covid long? Avec quelles conséquences? Comment le vivez-vous, ce Covid long? Alors dis donc, il a impacté sur ma vie. Je ne suis plus comme avant, je ne peux plus faire le ménage, je ne peux pas faire... Déjà, le fait d'aller me laver me coûte beaucoup d'énergie, j'ai de la tachycardie, des problèmes au niveau respiratoire. Au niveau neurologique, j'ai des problèmes, au niveau articulaire. En fait, j'ai perdu ma vie d'avant. Je ne me reconnais plus. Je suis totalement, on va dire, dépendante de mon entourage. Oui, je ne peux plus aller faire les courses, je ne peux plus conduire longtemps, je ne peux pas faire d'activité physique. C'est pas que je ne veux pas, c'est que je ne peux pas. Et oui, ça impacte sérieusement sur ma vie, oui. Oui. Alors, je précise qu'il y a, on ne parle plus de Covid long, très peu des personnes qui souffrent de Covid long, et pourtant, il y en a beaucoup, qui sont vaccinés ou pas vaccinés d'ailleurs. Hein, vraiment, c'est pas beaucoup. On a eu beaucoup de témoignages. Le Covid, c'est une maladie grave. Je voudrais quand même le rappeler. C'est une maladie grave. Et on voit les conséquences, d'ailleurs. D'ailleurs, je suis content que vous soyez là, parce que vous avez... Bonjour, d'abord, professeur Hamel. Bonjour. Vous avez été vous-même victime d'un Covid sérieux? Ah oui, 1er mars. Oui. Je faisais des endoscopies dans un service de réanimation. J'ai dû attraper ça dans un service, évidemment, j'avais pas de masque.
Et j'ai été salement affecté pendant 3 semaines, oui. Pendant 3 semaines, ouais. Après, bon, on s'en remet simplement, j'entends madame, mais il y a quand même effectivement des personnes qui gardent des séquelles. On sait qu'il y a des fibroses pulmonaires résiduelles, on sait qu'il y a des gens qui ont des problèmes pour faire une activité physique ensuite. C'est long de se remettre parfois, ouais. C'est très long. Et Linda, sa vie a changé complètement changé. Que vous dit-on? Que vous disent les médecins, Linda? Il y a de l'errance médicale, ou sinon on te dit, et c'est ce qu'on n'a pas besoin d'entendre, et je parle au nom de tous les gens qui sont malades, c'est dans votre tête. Et ça, c'est quelque chose, je pense qu'il n'y a pas mieux que nous de nous connaître comme on était avant. Et je vous assure que c'est déjà difficile, et je ne pense pas qu'on ait besoin qu'un médecin nous dise que des fois c'est dans notre tête. Alors oui, effectivement, les examens que nous pouvons passer montrent rien. Des fois, ils ne voient rien. Je peux comprendre, c'est pas évident, c'est une nouvelle maladie qui se met. Mais de là nous dire que c'est dans notre tête, non, absolument pas. Je comprends. Pas. Merci Linda pour ce témoignage. Merci beaucoup. Il est 12h12. Si d'autres personnes veulent témoigner, n'hésitez pas. De toute façon, j'y reviendrai. Mais là, je voudrais qu'on parle du cancer du pancréas. C'est un cancer qui fait peur et à juste raison. Nous allons parler avec le professeur Hamel dans un instant. Jean-Jacques Bourdin. Forte augmentation du nombre de cancers du pancréas. Pourquoi? Nous sommes avec le professeur Hamel. D'abord, professeur, le pancréas, c'est une glande qui est située à quel endroit exactement? Qui est peu visible. Alors oui, c'est une glande un peu cachée puisqu'elle est située derrière l'estomac. Elle est entourée par le duodénum qui fait un peu comme un pneu sur une jante de vélo. Et cette petite glande, grande comme un petit steak, si vous voulez, a 2 fonctions. Elle sert à fabriquer des enzymes qui vont se déverser dans l'intestin pour digérer les aliments. Oui. Et elle fabrique également des hormones qui, elles, sont sécrétées dans des canaux sanguins et qui vont, comme l'insuline, réguler le taux de sucre dans le sang, par exemple. Donc, forte augmentation. Et vous dites, en 2030, ce sera la 2e cause de mortalité par cancer, le cancer du pancréas. Tout à fait, ce sera la 2e cause de mortalité par cancer, tout confondu, en tête le cancer du poumon, mais en mortalité, ce cancer moins fréquent, 5 fois moins fréquent qu'un cancer du sein, du côlon ou de la prostate, sera plus mortel. Oui. Alors évidemment, on fait des progrès. Il est déjà d'ailleurs, il est déjà plus mortel. Mais on fait des progrès et ça diminue effectivement la mortalité des autres cancers dont je parlais avant, fort heureusement, mais celui-là continue d'augmenter. Et même si on recule la mortalité parce qu'on a des progrès thérapeutiques, quand on se met à 5 ans de recul, pour l'instant les progrès sont là. Ce qui veut dire qu'on recule la mortalité des cancers du sein, des cancers de la prostate, des cancers du côlon, mais on ne recule pas la mortalité des cancers du pancréas. Pas suffisamment, on allonge la survie de mois ou d'années, mais si on met la barre à 5 ans, pour l'instant ça ne se voit pas très bien. 5 ans, 12% la survie. Alors, tout confondu, c'est plutôt 9-10%. 9-10%, vous imaginez? Chez les malades opérés, dans des très bonnes conditions, on peut atteindre 25, 30, voire 40% dans les meilleurs cas. Oui, enfin bon, pas à côté d'un cancer du sein ou d'un cancer de la prostate, c'est ridicule, parce qu'un cancer du sein ou de la prostate, on est à quoi comme à 5 ans, la survie? Ça dépend des stades, mais on peut avoir des 100% dans les cancers débutants, et on peut avoir, même dans les cancers métastatiques, des survies prolongées. On le sait très bien pour le cancer de la prostate, par exemple. Vous vous rendez compte la différence? Bon, alors, cancer du pancréas. Premier problème, il est difficile à dépister. Alors, je vais juste faire une précision sémiologique qui est difficile à diagnostiquer. Parce que dépister, c'est encore même un peu plus difficile. Mais diagnostiquer, ça veut dire quels sont les signes qui nous amènent vers le diagnostic. Oui, les symptômes. Et les symptômes ne sont pas très spécifiques. Au début, il y a le plus souvent une fatigue, un amaigrissement, parfois un diabète qui débute, on en reparlera, mais la jaunisse qui vraiment évoque aux personnes qui l'ont et à l'entourage et aux médecins facilement le diagnostic, ou les vomissements sont des signes beaucoup plus tardifs, et les douleurs également. Les douleurs d'un cancer du pancréas, ça veut dire que le cancer est déjà étendu. Un cancer plus petit, c'est parfois difficile à diagnostiquer de ce point de vue-là. Évidemment. Alors comment faire pour le diagnostiquer? Alors je crois qu'il faut d'abord qu'on redise dans les facultés à ceux qui apprennent la médecine qu'une personne qui a plus de 50 ans, qui a des facteurs de risque, par exemple qui fume ou qui a des antécédents familiaux de ce type de cancer, et qui tout d'un coup se met à maigrir, ou une diarrhée qu'on ne comprend pas bien, ou un diabète qui apparaît, il faut évoquer ce diagnostic. Alors bien entendu, loin de moi l'idée de dire que tous les diabétiques, il faut leur faire un scanner. Oui. C'est 0,3% des gens qui ont un nouveau diabète qui font un cancer du pancréas. Mais quand quelqu'un a un diabète récent, avec une altération de l'état général, il maigrit parce qu'il a un diabète, mais s'il a mal au ventre, s'il est moins bien, etc., il faut avoir le réflexe scanner assez facile.
Bien. Il y a aussi, évidemment, un réflexe scanner. Mais même avec l'imagerie, on arrive à bien diagnostiquer, on arrive à le voir, parce que c'est pas facile, non? C'est pas un cancer facile. C'est effectivement pas facile, mais encore faut-il y penser. Quand quelqu'un vient vous voir pour des douleurs au ventre et qu'on dit, on va vous faire une coloscopie, une fibroscopie de l'estomac, des choses comme ça, le scanner va pas forcément se focaliser sur le pancréas. Mais je pense que c'est à nos collègues radiologues d'y penser aussi, et nous de dire, regardez bien le pancréas, car des petites tumeurs se voient maintenant avec l'imagerie. Quelles sont les causes ? Alors les causes, je dirais qu'il y a les causes modifiables et non modifiables. Les causes non modifiables, c'est l'âge. Cancer du pancréas se diagnostique en médiane à l'âge de 70 ans, mais on a des cancers parfois plus jeunes, bien entendu. Les causes non modifiables, par exemple le groupe sanguin. Alors j'ose à peine dire lesquels, parce que sinon tous les gens qui ont les groupes en question vont se paniquer. Mais il y a, en fonction du groupe sanguin. Oui, les gens qui ont un groupe sanguin haut ont moins de cancer du pancréas, mais c'est un tout petit peu. Quand on a un groupe sanguin haut, on a moins de risques. On a un peu moins de risques. Oui. On sait également que les personnes allergiques, les grands allergiques qui font des rhumes, des foins, etc., ont moins de risques, 25% moins de risques. Ah bon ? Comme vous dites, la cause n'en est pas vraiment connue. Peut-être qu'ils ont une immunité un petit peu plus stimulable, mais en tout cas, c'est le cas. Et les gros fumeurs qui ont une allergie le font un peu moins vite et un peu moins tôt que voilà. Donc ça, c'est les facteurs un peu positifs. Pour le reste, les facteurs modifiables, et il faut aussi arrêter, c'est un peu ce qu'on rejoint dans la pathologie cardiovasculaire, c'est-à-dire que la croissance, l'exponentielle de l'obésité, par exemple aux États-Unis, s'accompagne d'un accroissement du risque de cancer du pancréas. Le tabac est responsable de 25 à 30% des cancers du pancréas. Ce qui ne veut pas dire évidemment que tous les fumeurs feront un cancer. Mais disons qu'on augmente le risque surtout chez les gros fumeurs. Et le risque héréditaire ? Alors le risque héréditaire... Il y a des familles à risque ? Oui, on estime que 5 à 10% des cancers s'inscrivent dans une famille à risque. Et pour faire court, il y a une mutation du gène qu'on connaît très bien grâce à Angelina Jolie qui l'a, si je puis dire, médiatisé, c'est le BRCA. Les patientes et les patients, et aussi des hommes qui ont une mutation et qui risquent des cancers du sein et de l'ovaire, font un peu plus de cancer du pancréas. Aussi, oui. Alors on ne va pas les dépister systématiquement, on va prendre les familles dans lesquelles il y a ce gène malade et dans lesquels il y a eu un cancer du pancréas. Et là, il y a un risque qui est un peu augmenté. Et puis d'autres gènes, comme par exemple ceux qui donnent des mélanomes familiaux. Alors, pas un mélanome dans une famille, sinon je vais affoler tout le monde, mais des familles à mélanome ont un peu plus de cancer du pancréas. Bien, les soins, chirurgie, chimiothérapie, radiothérapie, thérapie ciblée ? Alors, dans l'ordre que vous avez pris, la chirurgie, c'est évidemment le Graal, parce que si on veut guérir d'un cancer du pancréas, généralement, il faut passer par la chirurgie. Mais on ne peut pas opérer plus de 10, 15 ou 20% des cancers du pancréas, selon le série, parce que dès que la tumeur a dépassé la glande, le chirurgien sera moins ou pas efficace. D'accord. Et s'il y a des métastases, il le sera sans doute encore moins, surtout au début. Quelques cas rares de patients avec des métastases évoluant au long terme peuvent être opérés, mais c'est vraiment à la marge. Après... la chimiothérapie est un élément clé quand on ne peut pas opérer les malades. Et même s'ils ont une petite tumeur, souvent maintenant, de plus en plus, on leur fait une chimio préparatoire, qu'on appelle néoadjuvante, pour faire diminuer la tumeur d'une part si on peut, et surtout vérifier qu'il n'y a pas une maladie qui circule. Parce qu'on voit une petite tumeur, je dis aux patients, c'est comme le marron sur une pomme. Mais en fait, il y a des petites cellules qui circulent dans les ganglions autour et que le chirurgien ne peut pas voir, ni le radiologue. Donc c'est pour ça qu'on fait de plus en plus souvent une chimiothérapie avant d'opérer les malades et qu'on leur fait de plus en plus souvent une chimiothérapie après qu'ils aient été opérés, eu égard au risque de récidive. Mais ça représente, un malade sur 6. Et tous les autres, il leur faut de la chimiothérapie quand ils sont en état de la recevoir. Et chimiothérapie avec des traitements qui ont vraiment émergé à partir des années 2010, une trichimiothérapie française et une bichimiothérapie internationale, je dirais, ont permis d'améliorer le pronostic de cette maladie sensiblement, avec une inégalité de sensibilité des patients au traitement. Évidemment. Et enfin, et je crois que ça, il faut vraiment insister là-dessus, chimiothérapie ou chirurgie ne peuvent pas être faits correctement s'il n'y a pas ce qu'on appelle les soins de support. Et c'est très simple, ce que j'appelle les 4 piliers pour les patients, et j'insiste là-dessus. 1, calmer toute douleur. Il y a des patients encore qui disent j'ai pas trop envie de prendre des dérivés opiacés parce que ça va me rendre dépendant, etc. Ça, c'est une grosse erreur. Il faut calmer la douleur, quitte à ce que si le traitement est efficace, ils n'en aient plus besoin, on les supprime après. Ensuite, il faut que ces gens aient une nutrition correcte. Il y a beaucoup de choses qui circulent sur il faut jeûner, il faut plus manger de sucre, il faut plus manger ci, il faut plus manger ça.
Peut-être que ce sera démontré dans ce cancer plus tard, mais ça ne l'est pas actuellement. Peut-être que chez des femmes un peu obèses qui ont un cancer du sein, ça peut se concevoir. Mais chez des patients qui sont déjà très amaigris, qui n'ont déjà plus faim, si vous leur dites plus de sucre parce que vous avez un diabète débutant, plus de viande parce que ça donne le cancer du pancréas, c'est plus le problème. Je veux dire, le cancer, il est là et il faut que les patients soient nourris correctement. Donc moi, je dis alimentation, plaisir, encadré de spécialistes de la nutrition. Le troisième point, c'est l'activité physique. L'activité indispensable. Physique. Voilà, avant on disait reposez-vous, vous êtes fatigué. Chez Riles, je vais aller faire les courses, etc. Et en pratique, on a fait une étude en France avec le professeur Neziem montrant que l'activité physique chez des patients ayant des métastases de ce cancer peut ralentir, en tout cas, peut-être l'évolution, mais en tout cas améliorer les symptômes de cette maladie. Et enfin, il faut un soutien psychologique. Parce que tout aussi solide qu'on soit, tout aussi équilibré qu'on soit avec une vie de couple, des enfants, une vie heureuse, quand je dis toujours c'est l'armoire qui vous tombe sur la tête. Donc n'importe quelle personne qui n'aime pas les psychologues ou les psychiatres dira c'est quand même rude, et je pense que c'est bien de pouvoir en parler avec un psychologue et de dire j'ai peur de mourir sans être obligé de le dire à sa femme et ses enfants. Donc je crois que ces 4 piliers de support sont indispensables. Merci professeur Hamel d'être venu nous voir pour nous parler de ce cancer. Il est 12h26, de faire le point. André Berkoff.